Bonsoir à tous. Alors peut-être un petit mot d'introduction. L'écho qu'a rencontré le sujet quand on a lancé cette invitation nous a donné l'impression qu'il y avait beaucoup de salauds dans l'entreprise, ou beaucoup de gens qui côtoyaient des salauds dans l'entreprise. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il y a au moins un endroit où on trouve plus de salauds que dans l'entreprise, c'est dans les romans qui parlent de l'entreprise. Parce que les romans qui parlent de l'entreprise, un peu comme les films d'ailleurs, ont souvent tendance à donner une vision assez caricaturale de ce milieu. Peut-être que vous l'aurez vérifié dans vos propres expériences. Et bien souvent, l'entreprise des romans est un repère de personnalités cyniques, arrivistes, égoïstes, tout ce que vous voulez, avec quelques stéréotypes bien éculés, le jeune loup aux dents longues, le DRH gourou, le petit chef sadique, etc., etc. Donc, bien souvent, les œuvres de fiction ne font pas dans la dentelle et en rajoutent un peu sur ce thème. Ceci étant, si je vous parle ce soir du regard des romans sur les salauds de l'entreprise, c'est parce qu'il y a quand même des personnages plus intéressants que ces salauds un peu de pacotille, et aussi parce que le détour par la fiction est un moyen intéressant de décrypter le mécanisme de fabrication des salauds. Comment l'entreprise, dans certains contextes, génère ses propres salauds. Et pour ça, je vais vous parler de 4 types de salauds issus de différentes œuvres littéraires. Le premier, c'est le salaud que j'appellerais le salaud visionnaire, qui est peut-être pas celui qui court le plus les rues, parce que le visionnaire tout court ne court pas les rues, mais j'ai trouvé intéressant d'en dire quelques mots, parce que le salaud visionnaire, il jouit parfois d'une certaine impunité, et il y a un personnage de fiction qui l'illustre bien, c'est le fameux Mouret Au bonheur des dames, le roman de Zola, qui est assez présent dans beaucoup d'esprits et qui est constamment cité comme le génie inspiré, précurseur, pionnier, qui invente un nouveau paradigme pour le commerce de détail, qui révolutionne tout sur son passage, la relation client, la publicité, le merchandising, donc qui mérite son titre de visionnaire, mais qui du coup est tellement emporté par son génie et par sa passion qu'il n'a absolument pas le temps de s'arrêter à des détails comme le bien-être de ses salariés ou même leur survie, et qui donc, et ça on l'oublie souvent, traite son personnel de façon absolument ignoble, en les licenciant comme des Kleenex usagés, en embauchant volontairement du personnel surnuméraire pour faire face aux pics de vente, quitte à les jeter tous après, en renvoyant ses vendeuses dès qu'elles sont enceintes, etc., etc. Donc Mouret, c'est un génie, mais c'est aussi une ordure avec son personnel, et comme il est très brillant et qu'il est très créatif, pour reprendre une dialectique chère à Zola, qui est la dialectique construction-destruction, l'histoire retient surtout de lui son génie. Donc je trouve intéressant d'en dire un mot parce que voilà, il est bon de rappeler qu'en entreprise comme ailleurs, le génie n'excuse pas tout. Et donc le salaud visionnaire, il reste souvent dans l'histoire comme le visionnaire tout court, même quand il a en fait des comportements absolument inacceptables. Un deuxième salaud présent dans la littérature qui est beaucoup plus répandu et que moi malheureusement je côtoie assez souvent, c'est le salaud que j'appellerais le salaud 100% process. Et pour ça, je vais vous lire un petit extrait d'un roman qui s'appelle Notre aimable clientèle, qui est un roman d'Emmanuel Heitzik, qui est paru il y a une dizaine d'années, et qui raconte la modernisation, la transformation à marche forcée de la SEDIC au début des années 2000. Alors, j'ai dit en introduction que les romans étaient parfois assez caricaturaux. Celui-là est assez caricatural, mais au moins c'est complètement assumé, c'est une satire, donc elle y va franco, mais ça a le mérite d'être très drôle et d'être encore une fois une caricature qui est assumée. Et on y trouve une belle brochette de salauds, vous allez voir, donc y compris le salaud 100% process. Là, celui qui parle, c'est un agent de base, entre guillemets, des assédiques, qui reçoit des allocataires. Au moment où j'allais cliquer « Entretien terminé », le téléphone sonne. Je décroche. T'accélères, il y a du monde derrière. C'est Simonin, le responsable de l'agence de la rue du Maroc. J'y suis depuis une semaine, il n'arrête pas de m'appeler. Il doit vouloir me tester, mettre la pression aux nouvelles arrivées. En niveau 1, l'entretien ne doit pas excéder 5 minutes. En niveau 2, 20 minutes. Le niveau 1, ce sont les guichets dans le hall. Ils appellent ça la banque. Le niveau 2, c'est l'entretien personnalisé en bureau fermé.
Avant les niveaux 1 et 2, il faut être passé par le pilote. C'est le nouveau nom de celui qui oriente. Vous, directement au niveau 2. Vous, on ne peut rien pour vous. Adressez-vous à votre CAF. Vous, attendez devant la banque qu'un liquidateur vous appelle. Depuis quelques mois, on est sous le contrôle permanent d'Aladin. Il voulait l'appeler Picasso, mais la famille du peintre a refusé. Avec Aladin, Simonin sait à chaque instant où en sont ses agents. Sur son écran s'affiche par exemple RL, niveau 2, minute 12, visite 7. Il voit ça pour ses 15 liquidateurs, son pilote, son AMP, son AME. Et de son bureau au premier étage, il passe son temps à appeler les uns et les autres pour gueuler. Ils sont très fiers du projet d'entreprise Aladin. Bientôt, il y aura 2 icônes supplémentaires sur nos écrans, une tasse de café et une salière. Il faudra cliquer sur la première quand on fera une pause et sur la deuxième quand on ira aux toilettes. Simonin sera forcé de courir des toilettes à la machine à café pour vérifier. Voilà, donc là on n'est pas forcément dans ce personnage de Simonin dans un salaud stricto sensu, mais on est dans un salaud qui est créé entièrement par un système de gestion informatisé. Alors ERP, GEA, je vous laisse y placer tous les acronymes que vous voudrez. Et donc ce genre de système, en créant en fait une omniprésence des objectifs chiffrés, des évaluations, des indicateurs, des comptes à rendre, il crée des postes dont le rôle consiste exclusivement à regarder les chiffres et à gueuler, je reprends le terme d'Emmanuel Heitzig, pour que les chiffres en question s'améliorent. Donc c'est intéressant, je trouve, de voir que le management flicage crée encore une fois de toutes pièces des personnes de cette nature, avec les effets qu'on peut imaginer d'une part sur le bien-être et la motivation des salariés, mais aussi avec les effets qu'on imagine sur l'efficacité, puisque les salariés, de façon tout à fait légitime, vont investir toute leur énergie et leur créativité pour déjouer le système, et donc passer des repas entiers, moi j'ai assisté à ce genre de repas, à se demander si on peut ou non enlever son manteau avant de se loguer, ou alors à échanger des astuces pour pouvoir fumer la cigarette jusqu'au bout pendant la pause. Donc on voit que ces salauds 100% process, même s'ils sont plutôt victimes d'un système orwellien qui leur est imposé, ils font des ravages malgré eux, puisque, un peu comme dans une galère, ils passent leur temps à manier le fouet pour que ça aille plus vite. Et encore une fois, en tant que formatrice consultante qui travaille beaucoup sur la relation client, c'est quelque chose qui fait écho de façon extrêmement forte avec la réalité des grands groupes aujourd'hui, où une grande partie des salariés sont sous le joug de ce type de salaud à longueur de journée. Voilà. Troisième salaud dont je voudrais vous parler, c'est le salaud payé pour l'être. Et là, je vais vous lire deux petits extraits du même roman. Encore une fois, j'aime bien ce roman. Et le premier, c'est le DRH qui parle du grand chef. Mercier veut se débarrasser de moi, c'est sûr, aucun doute. Depuis quelque temps, il est d'une agressivité. Ce matin, il m'a jeté ma dernière note à la figure. Illisible, illisible. Chaque journée, un véritable supplice. La procédure numéro 2, c'est évident. Il fait tout pour me faire craquer. Un arrêt maladie, une transaction au rabais. Je suis couvert de plaques d'eczéma. Que m'est-il arrivé? Je pouvais croire à une certaine complicité avec Mercier. Toutes ces années ensemble, un proche collaborateur. Pourtant, hier, la réunion hebdomadaire, un cauchemar. Mercier odieux. Toute la direction en réunion. 8 personnes qui assistent à mon exécution. Il me pose une question, n'écoute pas la réponse. Oh, la tactique, je l'ai utilisée 1000 fois. Tout pour me déstabiliser. Je connais. Le coup de me faire répéter 3 fois une phrase quelconque, en tendant l'oreille, genre « je n'ai pas entendu ». 3 fois, il m'a fait répéter un propos insignifiant pour m'enfoncer. 3 fois, le nouvel organigramme est à l'impression. Ridiculisé. Et après, il a hurlé. « Il n'est pas déjà prêt ?» Et plus rien. Le silence. Tout le monde les yeux baissés, pas un souffle. Vlan, grillé, je suis mort. C'est l'affaire Simonin. Il fallait appliquer la procédure numéro 2. J'ai faibli, je ne sais pas ce qui m'a pris. Ce n'est même pas un ami. J'ai pensé, qu'est-ce qui m'a pris? Il fallait éliminer Simonin. Voilà, donc ça c'est un premier extrait. Et le deuxième extrait dans lequel on voit un autre des grands patrons à la tête des ascédiques,
Et donc là, c'est un dialogue entre les deux chefs. En acceptant de devenir directeur général adjoint, vous lui avez marché dessus. Vous l'avez écrabouillé. Alors, pas d'hypocrisie, la grandière. Vous êtes comme nous tous, un serial killer. Ah, je vous choque. Je vais vous mettre dans la liste des gens à coacher. Vous savez que j'ai décidé d'offrir à tous nos cadres dirigeants un coach jungien? Vous en avez besoin pour retomber droit dans vos bottes. Ce n'est pas du management humaniste, un coach jungien? J'ai hésité avec la PNL, très à la mode en ce moment. Mais j'ai été convaincue que la méthode MBTI, issue des travaux de Jung, était plus subtile. Inventaire typologique de Myers et Briggs. Vous ne connaissez pas? Je vous vois bien INFJ, intuition introvertie avec sentiment extraverti. Je l'offre à 280 cadres. Arrêtez donc de me détester. J'ai quelques bons côtés. Voilà, donc je vous avais dit qu'on était un peu dans la caricature, hein. Elle force le trait volontairement. Mais je trouve intéressant quand même de voir ce salaud, en l'occurrence ils sont deux, qui ont une feuille de route, hein, une mission, je ne sais pas si c'est écrit noir sur blanc sur leur fiche de fonction, mais enfin ils sont là pour en l'occurrence mettre en place la procédure numéro 2 qui consiste à faire craquer des collaborateurs pour s'éviter des frais supplémentaires. Donc on est dans ce qu'on en parlera peut-être avec Pierre tout à l'heure, du harcèlement moral institutionnel, où l'objectif, c'est bel et bien de détruire des personnes, dans l'objectif louable de conduire à un changement de la façon la plus économique possible. Donc ce que je trouve intéressant dans les extraits qu'on a lus, c'est qu'on voit bien l'effet cascade de tout ça. En fait, on est vraiment dans des systèmes de terreur institutionnalisés, où de haut en bas, il s'agit d'exercer comme ça une pression psychologique qui relève cette fois vraiment du harcèlement, pour transformer tous les collaborateurs, par couches successives, en salauds, ou tout au moins tous les collaborateurs un peu lâches, et là on peut imaginer que ça concerne pas mal de gens. On sait que ça existe dans certains contextes précis, et on en aura peut-être des exemples tout à l'heure. On peut se dire aussi qu'il faut sans doute certaines dispositions pour mettre en œuvre ce genre de stratégie, en tout cas quand on en est à la tête. Et là, en l'occurrence, dans le livre d'Emmanuel Heitzig, on est vraiment dans une certaine jouissance des patrons à voir la basse-cour s'entretuer. Et donc, on est non seulement dans des salauds payés pour l'être, mais on est aussi un peu dans des salauds fiers de l'être. Voilà. Dernier exemple, qui là aussi est assez fréquent et qui fait la transition, c'est le salaud mort de trouille. Et là, on en a eu un exemple tout de suite dans l'extrait que je vous ai lu, où on a le DRH qui est absolument tétanisé et qui est paniqué en fait à l'idée de son propre avenir, et où, vous l'aurez sans doute entendu, quand il réfléchit à ce qu'il a fait de mal, hein, quelle erreur ai-je commise, moi qui suis un collaborateur fidèle, etc., pour en arriver là, et finalement la première erreur qu'il se reproche, c'est le fait de n'avoir pas été un salaud complet, d'avoir une petite miette d'humanité malséante vis-à-vis d'un de ses propres collaborateurs. Donc là, on voit encore une fois que la trouille, hein, là on est vraiment dans la trouille au ventre, on est dans la bête aux abois en quelque sorte, amène les personnes à donner le pire d'elles-mêmes. Il y a un autre roman qui parle très bien de cette trouille et de ce qu'elle amène chacun d'entre nous potentiellement à faire. C'est un roman américain cette fois qui s'appelle Open Space, qui est de Joshua Ferris, qui est extrêmement brillant et drôle, et qui raconte en fait les difficultés d'une agence de pub à Chicago pendant une période de crise économique. Donc l'équipe, ce sont des joyeux de riz, un peu arrogants, très contents d'eux, puisque ce sont des créatifs, n'est-ce pas, avec un grand C. Donc ils sont aussi très soudés, ils s'amusent beaucoup ensemble, ils se poussent dans les couloirs dans leur fauteuil à roulettes, donc ils sont un brin puéril par moment. Sauf que quand la crise économique leur tombe sur le coin du nez, ils s'amusent un peu moins, et on voit comment cette équipe plutôt soudée et plutôt joyeuse, petit à petit se délite, chacun se repliant sur lui-même et essayant de sauvegarder ses propres intérêts. Donc c'est intéressant aussi parce que ce sont plutôt des salauds à la petite semaine, hein, j'aurais envie de dire, qui ne sont pas du tout dans du spectaculaire, voire un peu caricatural comme on l'a vu avant, mais qui petit à petit vont en arriver à des comportements
plutôt mesquins, plutôt minables, qui sont constamment là, à ses pieds, à se guetter, à calculer, à réfléchir, à évaluer. Et là, ce type de climat est restitué d'une façon qui sonne extrêmement juste. Et pour l'illustrer, je vais vous lire un tout petit extrait très court à la fin, où l'une des publicitaires, qui est vraiment une grande gueule, et qui jusque-là, qui avait plutôt la réputation de parler franc au sein de l'équipe, voilà le bilan qu'elle tire quand elle est finalement licenciée à son tour, alors que depuis 1 an déjà, les charrettes se succèdent et qu'un grand nombre de ses collègues sont partis avant elle. Donc c'est Marcia qui parle. « Ça fait 1 an que je me comporte en vraie salope, a-t-elle dit en s'asseyant pour la dernière fois dans le fauteuil d'Ernie Kessler. Je vous détestais tous. Et vous savez pourquoi ? Parce que je pensais que vous n'aviez franchement aucune raison de rester si moi je me faisais virer. Mais pendant tout ce temps, je ne me suis pas fait virer. Aujourd'hui, ça y est. En fait, j'avais peur que ça arrive, et ça me faisait détester tout le monde. Maintenant, je peux enfin arrêter de me comporter comme une salope. Vous n'imaginez pas ce que ça me soulage. » Voilà, donc alors salope n'est pas le féminin de salaud, on en parlera peut-être étymologiquement, mais au demeurant, voilà, on voit bien que, enfin ça illustre, encore une fois, ce livre que je vous recommande très très vivement, illustre bien comment un contexte économique de crise, finalement amène chacun à donner le pire de lui-même, encore une fois sans être forcément dans le spectaculaire, mais en étant dans la mesquinerie et dans la petitesse et dans les règlements de compte et les calculs. Voilà, donc ça, ce sont des salauds de circonstances, donc sans doute les salauds qu'on pourrait tous devenir. Je vais en rester là, donc voilà pour cette rapide promenade au pays des salauds romanesques, pour reprendre le terme de Bruno, le visionnaire, le process, le payer pour l'être, qui a une mission qui est là pour abattre, et puis surtout le salaud mort de trouille. Clairement, on l'aperçoit, il y a des niveaux de perversité qui sont différents dans tous ces salauds-là. Moi, ce qui me semble important d'en retenir, c'est que comme on n'est pas là pour les expédier au paradis ou en enfer ou au purgatoire, ce qu'ils ont quand même en commun, c'est qu'ils font des ravages tous. Et de ce point de vue-là, on se rend compte que quelle que soit leur intention et la pureté ou la noirceur de leur âme, le résultat est à peu près le même. Ce qui m'amène à vous conseiller une dernière lecture qui cette fois n'est pas une œuvre de fiction et qui a eu quand même un certain écho, un livre de Robert Sutton qui est professeur à Stanford, qui a écrit un livre traduit en français par Objectif Zéro Salcon. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. En anglais, c'est Asshole. Ils l'ont traduit par Salcon. Et qui est quelqu'un d'extrêmement sérieux. Et donc, cette fois, il s'agit d'un essai. Et donc, ce professeur essaye de chiffrer les dégâts liés au salaud, entre guillemets, dans l'entreprise. Et surtout, donne des conseils très intéressants pour s'en prémunir.